Bien, je vous propose d'attaquer. La question qui se pose dans cette table ronde, c'est celle de à la fois estimer le poids relatif de l'économie numérique dans le monde rural. Théoriquement, il y a Pierre Alzingre, donc on va encore un petit peu l'attendre. Il a dû se perdre sous une tente. Et donc, poids relatif de l'économie numérique dans le monde rural et les façons de renforcer, de développer ce poids, d'augmenter ce poids, puisque les opportunités, on l'a dit dans l'éducation, mais on l'a aussi dit dans d'autres champs, sont extrêmement nombreuses. Donc j'aimerais que Didier, tu puisses introduire l'action de la caisse dans ce domaine-là, mais aussi, je sais que vous avez analysé la contribution du numérique dans le PIB local. Alors ce matin, on parlait de bien-être, on parlait de bonheur intérieur brut, mais on ne met pas de côté, effectivement, cet enjeu qu'est l'économie, qui fait que les gens ont un travail et peuvent s'épanouir sur un territoire, et si de préférence le territoire de leur choix. Donc voilà, quel est ce poids, quels sont les indicateurs qu'on peut suivre. Voilà, on ne demande pas une vérité établie, mais un premier sentiment. Ok, alors déjà je voudrais introduire le propos. Hier dans l'avion, je lisais La Montagne et il y avait un article assez intéressant qui disait la population active baisse en Auvergne. Il y a une carte de France qui montre un petit peu l'évolution de la population active des 25-54 ans entre 2006 et 2011. Et c'est vrai que c'est assez intéressant et ça fait un peu peur. Et du coup, effectivement, cette table ronde, je trouve qu'elle tombe à point nommé. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est comment le numérique peut aider à faire des territoires des territoires attractifs. Alors notre action à la Caisse des dépôts, elle sert trois objectifs pour le développement des territoires, le développement numérique des territoires, trois objectifs principaux. Le premier, c'est le développement et la compétitivité des territoires. Alors pour cela, on a des outils. On a pas mal parlé d'infrastructures numériques ce matin, mais il y a également tout ce qui est data center, cloud computing, télécentre, on y reviendra tout à l'heure, et puis des outils nouveaux, innovants, financiers, comme le crowdfunding par exemple. Deuxième objectif que nous servons par notre action, c'est tout ce qui est lié à la transition écologique et énergétique. Et le numérique, là-dessus aussi, il y a pas mal d'effets de levier pour tout ce qui est des sujets autour de la mobilité et puis des villes et territoires intelligents. Troisième objectif que nous servons par notre action, c'est tout ce qui est lié à la cohésion et à la solidarité sociale. Et donc là, je voudrais parler de l'accompagnement des usages. Et la table ronde précédente a pas mal parlé de ce sujet-là vis-à-vis de l'éducation et au-delà. Toute la question de l'autonomie et du bien vieillir. J'en ai parlé un petit peu ce matin. Et puis les maisons de service au public dont Émilie Berdelot parlera demain après-midi dans une table ronde sur le sujet. Voilà. Alors quelle est notre action? Quel est le point de départ de notre action? On part toujours d'un diagnostic territorial et d'une ambition et on construit ensuite, on co-construit avec les acteurs locaux les différentes actions, les différentes démarches. Alors moi je voudrais donner quelques exemples en fait, d'intervention et les illustrer pour répondre à ta question Sébastien. Le premier exemple d'intervention, c'est tout ce qui concerne les réseaux d'initiatives publiques. Alors, on a pas mal parlé ce matin de ce sujet. Pour nous, à la Caisse des dépôts, le sujet n'est pas déjà lancé, il est encore devant nous. Et comme vous le savez peut-être, la Caisse des dépôts est actionnaire de 33 réseaux d'initiatives publiques et elle essaye de mesurer l'impact de cette action sur les territoires. Et donc on a mené fin 2013 une étude sur l'impact territorial des réseaux d'initiatives publiques sur tous les territoires. C'était en fait une mise à jour d'une étude qu'on avait déjà menée en 2009. Et grosso modo, la présentation ce matin du monsieur de l'OCDE était très intéressante parce qu'on retrouve à peu près les mêmes critères, même si on ne parle pas de bonheur intérieur brut, on retrouve à peu près les mêmes critères. Alors, on a étudié la réduction de la fracture numérique et la proportion de connexion au haut et au très haut débit, la stimulation de la concurrence, la réduction des coûts d'accès pour les entreprises et pour les particuliers, la diffusion des usages innovants, et notamment les usages scolaires et liés à l'éducation. Aussi quelques notions de consolidation du tissu économique, et notamment on a mesuré les taux de chômage et les taux de création d'entreprises.
On a aussi essayé de mesurer dans quelle mesure la présence d'un réseau d'initiative publique favorisait la filière numérique locale. Et puis, dernier point, l'opportunité pour l'emploi. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on n'a pas le temps cet après-midi, mais je pourrais partager avec vous les principaux enseignements de cette étude. Il y a vraiment des impacts forts de la présence des réseaux d'initiative publique sur les territoires. Deuxième type d'action que nous menons, c'est les actions autour des télécentres. Alors j'en ai parlé ce matin, donc les télécentres pour essayer de garder au maximum les gens sur les territoires et leur permettre d'exercer une activité professionnelle tout en étant éloignés de leur lieu de travail. Et on a fait toute une étude avec l'ENS Cachan, étude scientifique sur ce sujet pour mesurer les externalités que ça représente. Les externalités pour les télétravailleurs, pour les entreprises. Donc là, on s'est rendu compte que le télétravail engendrait 5,5 jours d'absentéisme en moins pour les entreprises par an. Et alors c'est toujours difficile à calculer, et c'est toujours sujet à caution, mais en tout cas ça donne une grande tendance. Pour ce qui est de la productivité, de la mesure de la productivité, une productivité en hausse de 13% par rapport à ce que va faire un salarié, j'allais dire normal, un salarié qui va au travail dans un bureau normal. Alors comment on calcule cette hausse de productivité? C'est à la fois lié au temps de transport économisé, qui est souvent en partie réinvesti dans du travail. Donc le salarié travaille plus parce qu'il n'a pas le temps de transport. Et par ailleurs, il est aussi un petit peu moins déconcentré que quand il est à son bureau. Et donc, ça se traduit directement par un effet de productivité. Et on a essayé aussi de mesurer les externalités pour les collectivités. Alors, les chiffres que je vais donner là, ce sont des chiffres moyens, c'est une moyenne. Donc, je ne vais pas dire que ça s'applique aux territoires ruraux uniquement, c'est une moyenne sur la France, mais globalement, une commune accueillant un télécentre voit 9 emplois créés en son sein, en moyenne. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. On note aussi une augmentation du nombre d'habitants dans une commune, 56 habitants supplémentaires dans une commune qui accueille un télécentre. Pour ce qui est de la consommation déplacée, enfin la consommation dans la commune, alors c'est l'achat de sandwich le midi, c'est l'utilisation de services dans une commune. On a estimé qu'il y avait 56 600 € par an de consommation supplémentaire dans une commune, induite par un télécentre ouvert dans cette commune. Et puis, il y a aussi un point intéressant qui est les recettes fiscales. On estime à autour de 50 000 € des recettes fiscales supplémentaires pour les communes accueillant un télécentre. Donc, vous voyez, alors les chiffres sont toujours critiquables. On peut toujours dire, mais pourquoi 50 000 et pas 30 000 ou 40 000 ou 20 000 ? En tout cas, ça donne quand même des grandes tendances. On a fait cette étude avec le l'ENS Cachan, donc avec un maximum de sérieux. Hein. L'idée, c'est quand même de faire quelque chose de scientifique, avec des modèles de calcul développés par nos collègues de l'ENS Cachan. Donc voilà, je pense qu'effectivement, ça montre bien que dans l'action que l'on mène, et ce matin je parlais d'externalité et du calcul d'externalité au-delà du simple retour sur investissement, du fameux TRI qu'un bon banquier va réclamer pour tout projet, c'est intéressant de regarder cela. Je voudrais aussi parler, et tu me coupes si je suis trop bavard, mais de nouveaux outils qui nous paraissent intéressants dans le développement de l'économie rurale et de l'économie locale. C'est tout ce qui est lié au crowdfunding. Financement participatif. Et, alors ce sont toutes ces nouvelles plateformes qui invitent les citoyens ou toute personne à participer à un projet, à mettre de l'argent dans un projet et à se voir attribuer en échange de cet argent soit des avantages, soit un retour sur investissement plus tard. L'exemple vient par exemple de l'industrie musicale. Vous avez des albums de chanteurs qui se sont financés comme ça. My Major Company. Voilà, My Major Company pour ne pas le citer. Alors, à la Caisse des dépôts, on a mené une étude sur ce sujet qui se prolonge d'ailleurs aujourd'hui au niveau de la stratégie du groupe. Hein.
Et il nous semble que l'accompagnement des territoires et des projets territoriaux est tout à fait propre à l'utilisation de ce type d'outils. Parce que, d'une part, elle est assez innovante, elle permet d'acquérir l'adhésion des citoyens à ces projets territoriaux. Et puis c'est une forme participative qui permet d'inclure le numérique et le local. Alors on voit quelques projets qui émergent au niveau des territoires, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, l'éolien en particulier. Quelques projets éducatifs également. Donc voilà. Donc la question d'un ou deux fonds de soutien sur ces sujets-là se pose. Et dernier point que je voudrais mentionner, puis après je laisserai la parole, c'est tout ce qui est lié aux données territoriales, parce que Hakim Moral en a parlé un petit peu ce matin, mais je pense que c'est effectivement une question qui est centrale, la question des données et de l'ouverture des données. C'est aussi une manière d'augmenter tout ce qui va être produit intérieur brut, territorial. Alors là, il y a des expériences passionnantes qui commencent à émerger autour des données de mobilité. C'est comment on utilise les données de mobilité pour faire des offres liées au transport. Et puis, comment on utilise les offres de mobilité et les données tout court pour développer les offres de tourisme, et notamment le tourisme diffus, c'est-à-dire tout ce qui sort du circuit classique des grandes compagnies qu'on peut retrouver, pour aller promouvoir un petit gîte rural dans un coin du Cantal. Voilà. Et j'arrêterai là pour le moment. Merci Didier Sélis. Effectivement, merci de mettre des chiffres en face de cette réalité. C'est important pour la lecture des élus. À un moment donné, des investissements, parfois des dépenses de fonctionnement, parce qu'il faut parfois faire tourner ces lieux, il faut les animer. Là, je parle des télécentres. Et il est vrai que il y a c'est très clairement à la fois des éléments de discours pour les élus qui veulent parler aux entreprises. Mettez en place des télécentres parce qu'il y a des télétravailleurs, il y a des gens de la commune qui font le pendulaire tous les jours, etc. La consommation locale, le fait que ça fait venir des familles. Voilà, je crois que c'est un ensemble d'arguments que jusqu'à présent on avait de manière un peu intuitive, mais là merci d'avoir fourni ces chiffres qui nous parlent. Vincent Panier, on était sur les télécentres, vous êtes plutôt dans l'immobilier d'entreprise, mais quelque part ça se rejoint pas mal parce que pour préparer cette table ronde, vous me disiez il faut que ces lieux vivent, il faut que ces lieux génèrent du coworking, c'est-à-dire du travail partagé. Et il y a quelque part entre l'ancien modèle de la zone d'activité où finalement on se dit je vais faire des bâtiments si possible les connecter à la fibre et puis il va se passer quelque chose, et bien vous allez nous dire quelles sont selon vous les conditions du succès. Voilà. Oui. Eh bien, merci de me donner la parole. Oui, donc moi, ce que je voudrais, c'est vous parler d'une réflexion et d'un projet qui se développe, donc qui s'appelle Base 10, dont le sujet est l'aménagement du territoire et d'apporter une solution concrète et opérationnelle à cette problématique. L'enjeu est de créer des centres de gravité. Pour nous, un centre de gravité, ce qui le caractérise, c'est sa capacité à concentrer des flux, des forces, des énergies, et à créer de la richesse et de manière pérenne. Donc, pas trop de mystère. Donc ces flux qui rassemblent et mettent en mouvement les territoires sont animés par les acteurs principaux qui peuplent ces territoires. Donc ils sont les élus, les partenaires institutionnels, les entrepreneurs, les investisseurs, les habitants, l'école, les forces vives et les visiteurs. L'ensemble de ces flux sont de nature à créer des cercles vertueux de croissance durable parce qu'ils sont connectés, parce qu'ils permettent d'apprendre, parce qu'ils permettent d'innover, d'échanger, d'accélérer les territoires et surtout de pérenniser par ce cercle qu'ils créent.
Donc la solution base 10 est avant tout donc un environnement connecté et animé. C'est aussi la présence d'une école numérique, car il est important pour tous les habitants et pour toutes les personnes qui fréquentent ou approchent base 10 de pouvoir progresser. Et puis je pense qu'il faut, ça c'est un thème que je n'ai pas entendu depuis ce matin, je pense qu'il faut rendre une large place aux autodidactes. Et ça c'est très important. Une plateforme base 10 donc abrite une plateforme de financement participatif, des espaces privatifs performants, des espaces partagés avec une place de marché et de coworking, et l'accès à un réseau d'experts et de conseils chartés par base 10. Donc voilà, physiquement, donc base 10 est vivant, connecté et collaboratif. Sébastien, ce qui poursuit un peu l'introduction que vous avez pu faire, c'est qu'on s'inscrit dans le temps. Je veux dire qu'une opération immobilière a tendance à s'inscrire dans un temps court. Une fois qu'elle est livrée, après elle vit comme elle peut vivre. Mais là il y a vraiment une communauté qui se crée et une animation permanente de cette communauté. Donc c'est une plateforme de développement qui multiplie les flux, sécurise les investissements et pérennise la vitalité des territoires. Là, je fais une petite aparté sur la partie purement immobilière. Quand on dit sécurise les investissements, c'est vrai qu'il est, pour les entreprises, on observe assez régulièrement des zones d'activité qui accueillent un bâtiment, 2 bâtiments, 3 bâtiments, mais qui ont du mal à se développer. Pourquoi ? Parce qu'elles manquent tout simplement d'attractivité. Et c'est pour ça que ça nous a fait penser, nous, à la volonté de créer des centres de gravité, parce que justement, ces centres de gravité génèrent des flux et permettent d'alimenter de manière pérenne une activité qui garantit les investissements. Donc voilà comment est organisé un parc base 10. Donc il y a deux parties. Donc une partie privative, donc qui est ici, que je suis en train d'entourer en rouge. Donc ces parties privatives sont disponibles à la vente et à la location et divisibles à partir de 130 mètres carrés, donc pour les lots qui sont en haut, que je note là, et les autres représentent une surface de 250 mètres carrés. C'est une expérience que l'on a, ça correspond de manière assez précise aux attentes des entreprises et aux capacités de remboursement. Donc là, ce sont des espaces privatifs qui sont vendus ou loués. Un espace partagé commun que j'entoure au milieu, que l'on va voir de manière un peu plus précise ici, qui est composé de différentes parties. La première partie, c'est un espace de convivialité. Ce qui nous a été important, c'est de concevoir cet espace de convivialité. Pourquoi ? Parce que toujours dans cette logique de flux, d'importance des flux et de rencontres et d'échanges, c'est un espace un peu informel dans lequel on vient prendre un café plutôt que de prendre un café seul chez soi. On vient se retrouver quelques instants dans la journée et puis de ces échanges naîtront peut-être des choses précieuses et intéressantes. Nous avons aussi mis en place une place de marché. Alors cette place de marché, c'est aussi un showroom éphémère. C'est-à-dire que de nombreux producteurs recherchent des endroits pour vendre ou présenter leur production. De nombreuses entreprises recherchent sur le territoire national des showrooms où elles peuvent présenter leurs services, leurs biens, leurs outils, etc. Et puis donc profiter de ce type d'installation. Donc cette place de marché se loue à la demi-journée, pour un coût tout à fait négligeable, et donc est accessible très facilement. Un troisième espace et donc l'espace de bureaux que l'on peut louer à la demi-journée. Donc là, on est dans des logiques de télécentre.
Donc ces bureaux sont loués à la demi-journée, à partir de la demi-journée, accessibles à 1 ou 2 personnes maximum, bien sûr connectées et offrant donc tous les services possibles avec de la reprographie et permettent de travailler voilà, à toute la population nomade, à toute la population qui travaille de chez elle et qui de temps en temps aime bien aussi retrouver d'autres personnes. Enfin, c'est un sujet qui vient d'être traité. Et en dernier plan, une salle de réunion donc, qui est destinée à être utilisée en salle de réunion de manière tout simple. Donc voilà à quoi ressemble un parc BASDIS. Donc de l'intérieur, donc on voit cette entrée, l'accès à la salle, à la place de marché, et là vous voyez en détail donc l'intérieur d'un bureau. BASDIS est un réseau qui se développe donc partout sur le territoire national. La croissance de BASDIS donc est la suivante. Une première phase d'amorçage. Nous avons décidé de développer ces parcs BASDIS par groupe de 4 et par séquence de semestres à partir du premier semestre 2015. Donc nous allons observer une première phase d'amorçage, donc durant 4 semestres, ce qui va nous permettre de construire 16 parcs BASDIS. Donc à partir du premier semestre 2017, nous allons donc doubler la cadence, et jusqu'au deuxième semestre 2019, donc construire 64 parcs BASDIS, donc un peu partout en France. Alors pourquoi par 4 ? Parce qu'il nous paraissait beaucoup plus intéressant de nous implanter sur 4 régions différentes, de manière à augmenter l'impact, mais de manière à permettre d'augmenter des échanges, puisque des entreprises présentes sur un même secteur d'activité peuvent trouver un intérêt à échanger et ne sont pas gênées par des problématiques de concurrence ou autre. Donc voilà, donc le maillage du territoire donc se fait de cette manière. Par rapport au territoire, j'ai encore 2 petites minutes. Par rapport au territoire, donc BASDIS propose aussi une matrice de mesure de performance de l'attractivité de ces territoires. Cette mesure de la performance se mesure en 4 axes qui sont donc la structure, donc ça va être la structure du territoire, donc sa population, la structure. Donc on a 10 items qui mesurent la structure du territoire. La dynamique, c'est-à-dire la volonté mesurée du développement économique. Donc ça, c'est plutôt l'impact et la volonté politique de développer économiquement les territoires. L'économie, donc là, on va mesurer la présence de leaders, de sous-traitance, de différents secteurs d'activité. Et dernier axe très important qui va consister à mesurer la technique, c'est-à-dire premièrement, bien sûr, l'accès au numérique et à la capacité et à des débits importants, mais aussi la qualité des terrains, puisque nous voulons rester extrêmement agressifs au niveau des prix de l'immobilier et permettre à chacun de se constituer un patrimoine. Et pour ça, il faut qu'on puisse bénéficier de terrains de bonne qualité. Donc voilà, donc sur ces 4 axes, la notation se fait en 10 items. Il est nécessaire d'avoir au moins 5 items validés sur les 10, sinon on rentre dans cette zone rouge au centre qui est un peu une zone d'exclusion, et malheureusement on ne pourra pas implanter un parc BASDIS. Dernier point, ce qui nous paraissait important, c'est de gagner et de permettre l'adhésion des territoires. C'est un axe extrêmement important. Donc d'un point de vue architectural, tous les parcs BASDIS sont constitués et organisés de la même manière. Tous les bâtiments sont rigoureusement pareils, sauf que la façade est réalisée, reçoit une toile imprimée numérique. Et donc chaque territoire peut, sans limite, absolument sans limite, concevoir dans le cadre de crowdsourcing ou de petits concours internes, etc., de manière à obtenir l'adhésion des territoires, peut parfaitement personnaliser son parc BASDIS. Voilà, écoutez, en ferez-vous partie pour vous, certains élus, et en tout cas, je vous remercie pour votre écoute.
Merci, merci Vincent. Comment ça se passe concrètement aujourd'hui? Je crois qu'il y a un centre dans le Périgord, près de Périgueux. C'est quoi l'histoire? C'est à un moment donné des élus qui viennent vous voir, c'est vous qui allez les voir, et comment se crée la convergence? C'est-à-dire comment à un moment donné on concrétise finalement sur ce parc-là? C'est très simple. Bon, c'est pas venu d'un coup d'un seul. Hein. C'est-à-dire que moi, ça fait donc 25 ans que je construis des bâtiments, que je commercialise, que je fais de l'aménagement du territoire. Donc c'est un sujet que je connais bien. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un réel manque, c'est-à-dire que j'ai construit beaucoup de bâtiments de ce type, pas exactement les mêmes, mais de ce type, et je me suis rendu compte qu'à un moment, il y avait une problématique de dynamique. Donc c'est ce que l'on amène, c'est la valeur ajoutée qu'amène BAS10. Donc les premières rencontres ont été faites donc, avec des élus qui me connaissaient au travers justement de cette capacité de conception et de construction d'Actipol, puisque ça c'était le nom, et donc sont très intéressés par cette dynamique. Donc, dans un premier temps, il y a eu une rencontre avec le Conseil général de Dordogne, et très vite, donc, j'ai rencontré les élus, et actuellement, donc, on a 2 dossiers en cours, on en est à déposer les permis de construire, donc en Dordogne. C'est bien avancé. D'accord, bon, on va suivre ça avec intérêt, il faudra nous tenir au courant. Avec grand plaisir. Et venir faire témoigner éventuellement les élus que vous avez impliqués. Philippe Chapeau, vous êtes le cofondateur du 400, le 400 qui est un espace assez unique à Saint-Viance, un petit village à côté de Brive. Oui, tout petit village, oui. Où il se passe des choses parce que vous avez des entreprises multimédia qui travaillent avec le monde entier. Et puis vous avez... alors, on voulait entendre la petite histoire, mais aussi partager les grands projets. Alors, je vais peut-être vous expliquer un peu déjà d'où on vient. Donc, on est 2, Pierre Magnol et moi-même. Pour vous situer, moi j'étais dans mon sous-sol de ma maison et Pierre dans sa grange. Lui, il travaillait depuis plus de 10 ans dans le numérique et dans les images de synthèse pour des grandes marques. Et moi, je travaille dans le milieu de la radio, organisais le salon de la radio à Paris, de Brive. Et lui, travaillait à la SAC. On s'est dit que c'était un peu dommage de faire ça dans nos coins. Un peu autodidacte tous les deux. Et on s'est dit qu'il y aurait peut-être d'autres comme nous. Et qu'il serait peut-être intelligent d'essayer de se mettre ensemble. Et en même temps, on avait une volonté de se dire, on a envie de transmettre. On a envie de transmettre parce qu'on estime que voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on a nos sociétés. On a montré ce qu'on est capable de faire. Et puis on a envie qu'il y ait des jeunes qui s'y intéressent à nos métiers et surtout au numérique. Lui, côté design, moi plus côté contenu. Et donc on a commencé à regarder un peu aux alentours, on a visité ce qui était en train de se mettre en place dans la région de Brive avec une pépinière d'entreprise. Bon, ça ne nous convenait pas trop. On a visité une usine à côté de là où il habitait, à Saint-Viance, dans un petit village. Venez nous voir, hein. C'est très joli, c'est à côté de la Vézère qui coule juste derrière. C'est une ancienne usine désaffectée qui fabriquait des boutons. Nous maintenant on y clique sur les boutons, c'est pas les mêmes. Parce que eux c'était vraiment des boutons pour des grands couturiers. Donc on a une usine de 400 mètres carrés et on s'est dit bon c'est bien beau mais comment on va faire parce que il y a un loyer. C'était pas un élu qui est venu nous voir en nous disant venez chez nous c'est super. C'est nous qui avions envie de nous mettre dans un et on a visité cette usine qui était vraiment magnifique, un super loft. On s'est dit à 2 c'est peut-être un peu grand pour nous 2 donc qu'est-ce qu'on peut y faire? Et on a dit, on va d'abord mettre nos sociétés. Donc on a mis nos sociétés pour payer le loyer, parce qu'il y avait un loyer. Il y en a qui n'en ont pas, nous on en avait. Donc on a payé le loyer, puis on s'est dit, on va créer un centre de formation parce qu'on a envie de transmettre et on va avoir des gens qui vont venir et on va faire des formations et on va enseigner et on va s'entourer de gens et on a besoin d'espace. On va faire un studio. Moi j'avais comme rêve de faire un studio radio-télé, un multi-support avec un fond vert. On ne savait pas comment on allait y arriver, mais on se battait pour ça. Et petit à petit, on a créé le centre de formation. Et il s'est avéré qu'on est devenu, sans le vouloir, une couveuse. Parce qu'il y a d'autres jeunes qui sont venus, qui n'étaient pas forcément prêts à se lancer dans la vie active, et qui se sont dit, tiens, je m'intéresse à ça. Et on lui dit, oui, mais attention, et ils voulaient se lancer. Non, attends, apprends d'abord à faire ça, travaille sur Photoshop, travaille sur Illustrator, et ensuite tu pourras faire des logos, et ensuite tu pourras devenir graphiste. Et ils sont restés 4, 5, 6 mois. Et au bout d'un certain moment, on s'est dit, il faut peut-être que vous continuez avec nous. Ils ont continué avec nous. On leur a fait des sous-baux. Et puis maintenant, on est 10 entreprises, 10 structures dans l'usine numérique qui fait donc 400 mètres carrés.
dont une association qui s'appelle le 400. Alors j'en parle un peu à côté parce que c'est une association, alors que les autres sont soit des gens à la Maison des artistes, on a des auto-entrepreneurs, on a des micro-entreprises, on a des SARL de presse, on a des SARL classiques, donc on a un peu toutes les sortes de structures. Et ça nous permet aussi, quand il y a des jeunes qui viennent, de leur dire, bah, tiens, quand tu veux lancer ton entreprise, qu'est-ce qui est le mieux pour toi ? Tu fais du service, tu vas passer par des imprimeurs, passe pas par une auto-entreprise parce que tu vas te faire allumer. Donc monte une micro-entreprise, c'est plus simple parce que tu vas faire beaucoup de sous-traitance avec un imprimeur. Voilà, donc on donne des trucs et des astuces. Donc aujourd'hui, c'est 10 entreprises, enfin c'est 10 structures puisqu'il y a une association qui en fait partie. On a calculé qu'on représente à peu près un chiffre d'affaires d'1 million d'euros sur ces 10 structures depuis maintenant 97. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que l'usine numérique est devenue non seulement un centre de formation, mais aussi un centre de production. Parce qu'on a essayé de travailler ensemble, on a essayé de dire, bah, tiens, tu as besoin de bosser, allez, tiens, on va te mettre sur ce projet, tu fais le suivi de projet. Et finalement, les jeunes, ils ont du mal à vraiment tenir les clients comme il faut. Donc, on est devenu un centre de production où l'usine numérique fait des productions, fait la gestion et le suivi des productions et travaille avec un collectif d'entreprises qui sont soit sur place avec nous, les 10, ou alors d'autres entreprises que l'on connaît parce qu'on a travaillé avec elles, qui sont dans le Limousin avec lesquelles on aime travailler ou parce qu'on sait qu'on n'a pas la compétence en interne. Donc on va travailler avec ce collectif-là et on sous-traite du travail où on crée nous-mêmes quand on peut le créer. Quand c'est Pierre et moi qui travaillons, on crée avec l'usine numérique. Et quand on a besoin d'une application mobile, on va voir une société. Quand on a besoin d'une illustratrice, on va prendre une illustratrice. Si elle n'est pas là, on va la chercher dans notre collectif. Donc on a créé un collectif et on a eu la chance, il y a 1 an et demi, après 3 ans et demi de bataille pour monter une demande de subvention FEDER, Conseil régional du Limousin et FNADT, on a eu la chance, avec l'association 400, de bénéficier d'une subvention sur un projet à 260 000 € pour la création de studios assez innovant, puisque un peu unique en France. Enfin, il en existe à Paris, hein, c'est BFM Business. Je ne sais pas si vous connaissez la radio, qui est maintenant une télévision, et qui se capte sur la TNT, qui est un studio radio-télé. Ils n'ont pas le fond vert de 50 mètres carrés, donc c'est pour ça que quand je dis on est un peu unique. Avec des caméras motorisées, avec des outils très simples d'utilisation. Et donc on a créé cet espace de studio avec des subventions à 75%, donc FEDER, FNADT, Conseil régional, et un crédit qu'on a pris nous-mêmes avec l'association, dont je suis le président, et Pierre le secrétaire général, parce qu'on y croyait, et pour le matériel, pas pour les frais de fonctionnement. On aurait dû y penser d'ailleurs. S'il y en a qui veulent monter ce genre de structure, venez nous voir avant. On a l'expérience et l'expertise de l'entreprise et de l'association et de montage des dossiers de subvention FEDER. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et maintenant, on a des studios depuis 1 an et demi. En échange, bien sûr, de ces studios et du financement qu'on a eu du FEDER, du Conseil régional du Limousin et du FNADT, les lycées viennent nous voir et on leur organise, moyennant un coût de 250 € par jour. Ils viennent une journée, le matin ils arrivent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, et le soir ils repartent, ils ont enregistré une émission, créé un site web, créé un magazine, créé tout un contenu et un design. Ils ont créé leur logo, ils ont créé leur identité pour l'émission, ils ont créé leur personnage, et le soir à 17 h ils repartent avec leur émission dans la poche. Et en plus, on leur fait tourner un making-of avec un iPad et un micro professionnel. On leur donne l'iPad et ils font un making-of de la journée qu'ils passent avec nous. Et tout ça dans une journée entre 9 h et 17 h. Donc je vous laisse calculer avec une demi-heure. Une demi-heure pour le sandwich, mais la plupart du temps, ils n'ont même pas le temps de manger le sandwich tellement ils sont dans les starting blocks. Et on fait ça pour les lycées qui viennent nous voir. Et on invite tous les élus et tous ceux qui n'ont pas entendu parler de ce projet, puisque c'est tout le Limousin qui est concerné, mais même au-delà, à la rigueur, si vous voulez. Donc ceux qui sont dans le Limousin, à inviter les lycées à rentrer en contact avec l'association 400. Donc l'association 400, qu'est-ce que c'est ? C'est
des studios pour faire venir les lycéens et leur expliquer ce qu'est le numérique, les dangers aussi de Facebook, les dangers des réseaux sociaux. Leur dire que quand vous publiez quelque chose sur Facebook, c'est à vie. Ça ne s'efface pas, même si vous avez cliqué sur effacer. C'est aussi leur montrer comment est-ce qu'on crée un contenu et comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on fait pour faire du Twitter. Le Twitter, c'est la meilleure école qui existe. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Bernard Pivot. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à résumer en 140 caractères ce qu'on n'arrive pas à dire en 2 pages. Donc voilà, il faut aller vers ces choses-là, parce que synthétiser, c'est ce qui est le plus difficile. Et vous le savez pertinemment quand vous avez des messages à faire passer. Donc allez sur Twitter, vous allez voir, ça va vous aider pour communiquer en public. On a faire venir les lycées. La deuxième chose, c'est bien sûr de faire des projets culturels, parce que l'association... on a toutes les sociétés qui sont là avec nous et qui sont membres de l'association et qui bénévolement travaillent avec ou selon s'il y a des budgets ou pas, parce que on va dire pour 4 budgets, pour 4 projets, il y en a 3 qui sont payés, il y en a un qu'on fait pour le fun parce qu'on est passionné. Et ce sont des projets culturels. On va créer ça peut aller de l'application mobile jusqu'à un projet. Je ne sais pas, de vidéos culturelles, de découverte, de patrimoine, ou de choses comme ça. Et la troisième chose, c'est la location de studio, puisque l'association a pris un crédit. On a des frais de fonctionnement, et il faut qu'on puisse utiliser ces studios pour les mettre à disposition, soit des entreprises qui sont au sein de l'usine, c'est-à-dire que chaque entreprise qui a besoin des studios du 400 va les louer, et des prestataires externes ou des sociétés externes peuvent venir louer nos studios. Non seulement les studios, et là où on est unique en France, c'est qu'on a les studios, les hommes, le matériel et les compétences pour faire un projet de A jusqu'à Z, que ce soit de la carte de visite jusqu'au long métrage de cinéma en 4K. Voilà. Merci Philippe. Alors on va rester dans le Limousin avec Alex Simons, auquel j'ai demandé de venir, compte tenu de son expérience, alors à la fois acteur du numérique et observateur du numérique. Tu vas nous redire effectivement l'ensemble des casquettes que tu portes et puis les points de vue que tu développes notamment sur Internet, notamment sur ton blog, sur cette économie du numérique et en lien avec ton ancrage rural. Donc là, c'était un petit peu une pause où on ne demande pas à Alexis forcément de témoigner d'un projet en particulier, mais de faire un point de synthèse, mais en plus de 140 caractères, autour justement de ce phénomène économie numérique rurale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors je vais pas plus parler de moi que ça. Je suis un Limousin. Je suis tombé dans l'Internet il y aura 20 ans bientôt. Et oui, l'Internet, ça a plus de 20 ans. N'est-ce pas ? Petit blond. Je suis directeur général délégué d'une agence qui s'appelle Imakina, qui fait partie d'un groupe européen. On est sur la Technopole Esther à Limoges et j'ai fait partie du combat duquel est sorti Dorsal. Il y avait Alain Lagarde ce matin. Et vous voyez, cette semaine, on a un grand client américain dont le siège est à Milwaukee. Ça n'empêche pas que son e-commerce soit géré à Limoges. Vous voyez, Milwaukee, Limoges. Et en fait, il nous confiait du travail de Malaisiens, bien qu'on soit 10 fois plus cher. Parce que nos équipes délivrent en temps et en heure. Voilà, c'est juste histoire de dire on est dans le monde, ça a été dit, mais je pense que c'est important de le redire, on est dans le village global, je veux dire, bon, nous on a Limoges, des types viennent de Milwaukee, ça leur pose pas de problème de prendre un train qui n'est pas un TGV, même si je milite pour la LGV. Ils viennent, c'est super, voilà, vous faites le boulot, génial, et puis au 400 je pense que c'est pareil, des gens font le boulot, peu importe où ils sont, et ça se passe. Alors je suis bien entouré entre Vincent et puis le 400. Ce que je voudrais appuyer par rapport à ces deux cas, je pense qu'il faut que vous reteniez là-dedans, c'est que c'est culturel. Vous venez d'entendre des gens qui viennent vous dire que leur lieu baigne dans une culture. Voilà, on va chercher du financement participatif, on est ensemble, on partage les choses, on travaille ensemble, les lieux se louent, et les bouts de lieu, le bureau se loue pour un petit temps. Je passe en voiture, je sais qu'à cet endroit il y aura du Wi-Fi, je vais me poser et je serai bien pour faire la conf call avec les Américains, là, à l'autre bout de la Terre. Et l'Internet et le numérique dans tout ça, c'est normalement plus un sujet, c'est le terreau sur lequel ça se fabrique.
Alors, je voulais, Sébastien, te faire une remarque, parce que je suis là depuis ce matin, j'écoute ce qui se dit. Comme je disais, ça fait 20 ans que moi je fais ce métier. Aujourd'hui, le temps que je passe une partie de mon temps à expliquer, alors plutôt à des grandes organisations, des grands groupes, etc., de ne plus avoir de directeur numérique. Parce qu'on a parlé toute la journée là de dire qu'il faut un monsieur numérique, il faut un élu numérique, le numérique, un type avec une étiquette, là, etc. Et moi, je passe mon temps, mais je suis pas le seul. Hein, ça fait, je vous le dis, ça fait quelques années que ça dure. Avant-hier, j'ai un client, un grand groupe média dont je peux pas vous donner le nom. J'étais très content parce qu'ils n'ont plus de directeur numérique. Le type qu'il était fait autre chose, hein. Mais ils n'en ont plus. Alors quel avantage ça de ne plus en avoir? C'est que c'est plus enfermé sur sa tête. Vous voyez, quand on parle de numérique, tout le monde se tournait vers lui en disant, puisque c'est lui qui est censé le faire, au bout de la table. Donc là, il n'y en a plus. Donc comme ça, tout le management. Et ça, c'est la groupe, deuxième étape du processus. Oui, mais vous comprenez bien. Du coup, mais ça ne marche que parce que les patrons, en l'occurrence de ce groupe de presse, ont compris qu'il était temps qu'ils deviennent autre chose, et donc ont appuyé sur le bouton. Ils ont dit bon, maintenant on y va. Voilà. Et alors on n'y va pas en mettant le truc dans le coin en bas à droite où on enferme le numérique. Tous les managers de ce groupe maintenant sont tous systématiquement stimulés sur chaque réunion. Et toi, t'as fait quoi? Et donc en dessous, t'as fait quoi? Et t'as fait quoi? Vous voyez, ça baigne dedans. Donc, je veux dire, il y a Forrester, un grand cabinet économique s'il en est, nous l'a expliqué il n'y a pas très longtemps. La révolution digitale, ça a commencé en 1995. C'est pour ça que je dis 20 ans. C'est l'entrée en bourse d'Amazon, hein, c'est les premières grandes offres Internet grand public. 20 ans, hein, très bientôt. Et ils ont dit que, grossièrement, ça s'arrête 20 ans plus tard, c'est-à-dire l'année prochaine. 20 ans plus tard, la poussière retombe, les nouveaux entrants d'il y a 20 ans ont pris leur place, des gens qui étaient là il y a 20 ans ne sont plus là, Amazon sera sans doute leader mondial de la distribution l'année prochaine, ils sont 4e. Vous voyez, ce genre de choses. Aujourd'hui, lancer une activité et challenger Amazon sur l'e-commerce. Alors il y a Alibaba, les Chinois là qui arrivent, hein, je vous invite à regarder ça très très près de l'actualité. Alibaba c'est 2 fois plus gros qu'Amazon, hein, qui arrive là sur le terrain. Donc on a peur d'Amazon, mais Alibaba ça arrive. Hein. Donc 20 ans, c'est fini. C'est fini. Je veux dire, les marchés se replient. Moi-même, il y a 20 ans, j'étais une agence web. Aujourd'hui, je suis une agence de communication. Je dis plus que je fais de l'internet. Mes clients, d'ailleurs, viennent me chercher parce qu'on a la culture numérique, parce qu'on pense les choses dans la modernité. D'ailleurs, on ne parle même plus de numérique, Internet, toutes ces choses-là. On parle de modernité, on parle d'innovation, de nouvelles idées. Mais on n'est plus dans l'objet. Voilà. L'objet, c'est fini. Les gens s'en servent. Les gens s'en servent. Alors, il y a un exemple qui me vient en tête, hein, surtout qu'on a un conseil général à la table. Non, mais je veux dire, vous allez comprendre, des gens se sont mis à un moment donné à se retrouver pour covoiturer. Et puis, ils ont été assez nombreux à pourrir les entrées des 4 voies pour que les conseils généraux se mettent à fabriquer des parkings maintenant. Vous voyez, ça vient des gens. Et puis, il y a un type en France qui a inventé Blablacar, d'accord, qui a été racheté cette année, hein, quelques centaines de millions d'euros. Voilà, 100 millions d'euros, voilà. Uber qui fait vous savez, les VTC, là, qui est taxi, c'est 17 milliards de dollars hein, de valorisation. Tout ça, c'est des startups je parle de gens qui n'existaient pas il y a 2 ou 3 ans. Hein. Alors, quand c'était je vous parlais d'Amazon, je pourrais vous parler d'Apple. Dans la table ronde précédente, on parlait du GAFA, hein, les 4 grands de l'Internet. C'est des monopoles planétaires. Mais un acteur type Airbnb qui arrive, qui n'existait pas et qui aujourd'hui bouscule totalement l'hôtellerie, il n'existait pas il y a 2 ans. Mais il aurait pu se créer à Aurillac, hein, je veux dire. Hein. C'est pas un souci. Hein. Donc les gens s'en servent. Et c'est important, ça a été dit dans les 2 exemples de mes voisins, c'est la force de frappe, c'est les gens. Et je trouve que dans toutes les discussions que j'ai entendues aujourd'hui, on ne parle pas assez du citoyen, des gens sur place. Mais pas assez, vous n'en parlez pas assez, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, on parle beaucoup de l'économie du partage, je vous parle d'Airbnb, je vous parle de Uber, je viens de vous parler de Blablacar, c'est le néo-capitalisme qui arrive et qui est en train de prendre place. Ces gens font un pari, ils font alliance avec leurs clients.
ils font le pari de leurs clients. Ils y croient dans leurs clients. Ils y croient tellement que c'est leur business model, leurs clients. Et regardez, taxi et VTC, c'est Uber fait alliance avec ses clients contre les taxis. Voilà. Et c'est une alliance de consommateurs avec l'opérateur de ces consommateurs au détriment du système en place. Et c'est violent, hein. Nicolas Collin, penseur bien connu, appelle ça des barbares. Les barbares attaquent. Il a fait un très très bon papier que vous trouverez sur Internet là-dessus. Donc pensez bien une chose. Vous voyez, un autre exemple que j'aime beaucoup citer, et qui est vieux parce qu'il a presque déjà 1 an. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, devant ses cadres, a expliqué que la Deutsche Bahn n'était pas le concurrent principal de la SNCF. Quel est le concurrent principal de la SNCF au dire de son PDG? Non, il a racheté une boîte de covoiturage. C'est Google. Dixit lui-même. Pourquoi? Parce que le marché, ce n'est pas faire circuler des trains. Le marché, c'est vous prendre de chez vous pour vous amener là où il faut aller. Quelqu'un fera le ticket unique avec lequel on vous prend en bas de chez vous et vous amène à l'endroit où vous voulez aller, dans lequel il y aura peut-être du covoiturage, peut-être un train, un bus ou tout ce que vous voulez. Si la SNCF ne se challenge pas sur ce marché-là, cette relecture du marché-là, il ne sera qu'un sous-traitant de celui qui aura le ticket. Et il aura perdu la position. Et ça, c'était il y a 1 an. Et donc, la SNCF a racheté une boîte de covoiturage. Donc, les marchés, dites-vous ça, le numérique a redessiné les marchés. Les marchés ne sont plus ce qu'on était. C'est plus faire circuler des trains, c'est plus l'hôtellerie, c'est plus les métiers, vous voyez, c'est les besoins fondamentaux des gens. Et les gens le font tout seuls, vous voyez. Le covoiturage, les gens l'ont inventé. Le Airbnb, le couchsurfing, c'est les gens qui se sont mis à prêter leur canapé. Après, des gens sont arrivés et transforment ça en business. Et aujourd'hui, on s'en plaint. Mais je vous le dis, l'Internet disparaît, les gens s'en servent. Ça m'a frappé ce matin, je ne l'ai pas noté, donc je l'ai perdu, mais les gens ont pas usage. Ça fait 15 ans moi, que j'entends parler qu'on dit les usages, mais les gens les font. Et les gens ne pensent pas numérique. Quand les gens vont vendre leurs petites affaires sur le Bon Coin, pour eux, c'est pas du digital. C'est pas du digital, c'est juste le Bon Coin. C'est là où on le fait, vous voyez, et ainsi de suite. Donc, si j'ai une chose à dire et à vous dire aujourd'hui, c'est arrêtez de penser digital. Alors par contre, il faut penser moderne, il faut avoir la culture, il faut penser en termes de culture. Je lisais un papier ce matin sur la génération Z, hein, vous savez, la génération Y, là on nous bassinait, etc. Donc maintenant il y a Z qui arrive, c'est pire, hein, la Z, hein, ils vivent avec 7 écrans simultanés, enfin c'est un truc de dingue. Donc oui, ça va, de toute façon ça va plus vite, ça va de toute façon plus vite. Voilà, donc ce n'est pas un problème d'outils, sincèrement, hein, c'est pas un problème d'outils, c'est pas un problème, c'est un problème de ce qu'il y a dans votre boîte crânienne et de la manière dont vous pensez les choses. Aujourd'hui, je veux faire un projet, oui, je vais trouver des gens en ligne, on va se rassembler, on va utiliser Internet pour se voir, on va lever des fonds et en avant. Voilà. Et à la limite, j'ai besoin de personne. Oui, c'est comme ça. Mais il faut juste le savoir et savoir que c'est possible. Mais c'est possible. Mais les jeunes d'aujourd'hui, notamment, pour eux, il n'y a aucun problème. Aucun problème. C'est pas de complexe. Et en zone rurale comme ailleurs, aucun complexe. Zéro complexe. C'est pas parce qu'on est ici qu'on est moins bien qu'à San Francisco, vous voyez. Bon, à San Francisco, et je vais finir là-dessus, où des gens caillassent les bus de Google. Oui. Alors, je vais vous dire pourquoi ils caillassent les bus de Google. Pourquoi ? Voilà, c'est Carlos Diaz, mon associé, là, qui m'a raconté ça. C'est parce que les patrons de Google n'ont pas été de bons entrepreneurs américains. Ils n'ont pas rendu à la ville ce que la ville leur a donné. Ils n'ont pas créé de musée. Ils n'ont pas créé. Il me citait le patron de Salesforce, une immense boîte business américaine. Il a fait des logements sociaux. Il a fabriqué tout un tas de trucs. Il a eu la philanthropie du capitaliste américain, ce qui n'est pas le cas de Sergey Brin, Larry Page, Mark Zuckerberg, même Tim Cook, Apple, etc. Et ce que les habitants de San Francisco sont en train de renvoyer à la Silicon Valley, c'est de dire redonnez-nous ce que la ville vous a donné. Donc il ne faut jamais oublier, et moi personnellement, en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose que je n'oublie pas, c'est qu'on est dans un territoire. Vous voyez, mon souci principal en ce moment à Limoges, c'est l'investissement que j'ai avec l'université, les écoles, pour qu'elles montent en puissance, parce que
le fait que l'Imakina soit toujours à Limoges dans le futur, ça tient au fait que les bons étudiants sortent de l'université. Donc je suis dans l'université. Normalement, on pourrait dire mais qu'est-ce que tu vas faire à l'université? Je suis dans l'université parce que c'est mon intérêt fondamental que l'université de Limoges sorte un MOOC cette année. Vous voyez, soit dans le train, ait pris le train. C'est très important. Voilà. Donc il faut vivre global, il faut être connecté autour, il faut avoir une logique de développement durable, hein, c'est le nom que ça porte, avec l'ensemble du territoire avec lequel on vit. Voilà. Et il faut rendre au monde ce que ça fait. Le 400 rend à Saint-Biance quelque chose de l'usine. Un base 10 rend quelque chose au territoire où il est situé, comme l'a dit Vincent, en capitalisant les flux avec un centre de gravité. Voilà. Merci beaucoup Alexis, je crois qu'on peut applaudir Alex Simons. Pour ce propos, Franck Ducollier qui pose la question effectivement du changement culturel, et je crois que malgré tout c'est ce qu'on a partagé ce matin sur la question de la gouvernance. C'est vrai que c'est notre logiciel à nous qui est supposé évoluer avec des choses qui sont déjà intégrées, et un risque pour les élus qui est de finalement avoir un retard à l'allumage sur des choses qui sont déjà effectivement utilisées par les gens, mais sont utilisées sans cette préoccupation du territoire ni de l'intérêt général. Et je crois que c'est assez bien résumé dans le propos que tu viens de tenir. La feuille de route pour les élus ruraux, c'est aussi effectivement d'embrayer sur ces pratiques qui sont déjà effectives, de savoir ce que ça veut dire pour leur territoire, et de savoir que ça va se faire à un moment donné sans eux, voire peut-être même contre eux à un moment donné. Voilà. Sans plus attendre, je voudrais passer la parole à Pierre Alzingre, qui a une approche un peu différente de la stimulation territoriale. C'est la start-up est dans le pré. Alors j'aimerais, Pierre, que tu nous racontes la genèse de ce projet, et puis que tu nous racontes comment ça se passe, une start-up est dans le pré. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Remarquable. En tout cas, merci beaucoup, Imakina. Vraiment, j'ai appris... j'aime beaucoup ce que vous dites, et c'est vrai qu'il faut arrêter d'opposer et de penser le digital d'un côté et le reste. Et la start-up est dans le pré est née d'un constat, c'est qu'il faut arrêter d'opposer l'économie résidentielle, l'économie productive et l'économie des start-up. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la start-up est dans le pré, c'est quasiment un gros mot. Quand on a proposé ça aux élus de notre territoire, ils se sont dit mais c'est quoi une start-up, c'est quoi, et pourtant ils ont créé un incubateur à start-up, et je l'ai dirigé pendant 6 ans sur un territoire coincé entre deux grandes agglomérations. Alors vous faites du Nougat, vous allez à Montélimar, vous faites de l'innovation, vous n'allez pas à Lunel, là où c'est créé, la start-up est dans le pré, vous allez à Montpellier d'un côté, qui est une ville qui brille, ou à Nîmes de l'autre côté, qui est une ville historique. Mais nous, on a eu, en tout cas les élus, et les acteurs forts sur un territoire, ce sont les élus, et puis les héros locaux que sont les entrepreneurs. Les élus et certains entrepreneurs se sont dit ici, nous on va créer un incubateur à start-up innovante parce qu'on veut un autre développement économique pour notre territoire. Voilà un constat, c'est ce que j'entends depuis ce matin. Sébastien, merci énormément de ton invitation, parce que depuis ce matin, je vois des élus engagés et qui disent mais il y a une autre voie que la métropole. Moi j'adore aller à Montpellier, j'y vais quasiment tous les jours, mais j'adore retrouver mon cheval et mon chien sur mon terrain à la campagne le soir, et j'espère qu'une chose, c'est comme vous, c'est que demain mon fils et ma fille pourront travailler juste à côté de chez moi, parce que je suis très égoïste, j'ai envie de les voir tous les jours, mais surtout aussi parce que notre territoire mérite cela. On n'a pas à hyper concentrer toutes les choses sur des métropoles qui sont indispensables au développement d'une nation, mais les territoires qui l'entourent méritent une vie. Alors la start-up est dans le pré, c'est quoi ? Je vais vous raconter une très belle histoire. Le jour où je prends la direction de cet incubateur, c'est en 2009. J'ai une amie qui m'appelle et qui me dit « J'ai un super projet secret innovant, il faut que tu viennes me voir, je vais la voir ». Elle me présente son secret innovant, c'était l'année de Bienvenue chez les Ch'tis, et elle voulait créer une baraque à frites. Aujourd'hui, elle en a 9, elle a 21 salariés sur un territoire qui a un bassin d'emploi avec des gens qui sont au chômage et qui n'ont pas forcément beaucoup de formation, donc idéal, d'accord, pour ça. Elle a reçu 0 € de subvention publique, mais par contre, on l'a aidé à développer sa baraque à frites, la friterie du Nord, comme une start-up. On a fait, le jour de l'ouverture, un Pay What You Want, qui se fait beaucoup du côté des États-Unis, c'est né à San Francisco d'ailleurs, où on a fait juste une affiche. Moi, je suis savoyard d'origine, puis la mauvaise vallée, la Maurienne, c'est-à-dire pas la Tarentaise où ça brille, mais la Maurienne où c'est gris et... Non, pas moche, où c'est gris. D'accord, mais parce que les montagnes c'est quand même très joli, et finalement on a fait un Pay What You Want, on a mis la tête de l'agriculteur, le visage de l'agriculteur qui lui fournissait les patates, et on a dit on est tellement sûr de la qualité que venez, vous payez ce que vous voulez. Et on a mis ça sur quelques voitures, ça a fait
Voilà, ça a fait son petit effet boule de neige. Et le jour de l'ouverture, elle avait 50 personnes en permanente qui étaient devant son camion. Le même jour où j'ai rencontré Nathalie qui voulait monter sa baraque à frites, j'ai un docteur du CNRS. J'ai rien du tout contre les docteurs et j'ai rien du tout contre le CNRS, bien au contraire, qui vient me voir et qui me dit écoute, j'ai reçu 150 000 euros de subvention, j'arrive pas à m'en sortir, il me faut 50 000 euros de plus. J'ai compris une chose, c'est que finalement, la prime allait à l'équipe. La prime allait au talent, la prime allait à la volonté. Oui, le docteur du CNRS, il avait besoin de beaucoup d'argent pour développer, mais peut-être qu'il n'avait pas forcément la vocation pour être entrepreneur dès le départ. C'est peut-être très dur de dire ça, et c'est là où j'ai appris ce métier-là. Je viens pas du tout de ce métier de start-up, d'accompagnement, etc. Je viens de la grande distribution, du marketing, et donc les pieds sur terre. Vous savez, Savoyard, on a les pieds sur terre quand même. Hein. Et puis voilà, et on a avancé dans ce métier. On a écrit aux 250 élus de notre petit territoire. On leur a dit, voilà, on veut créer une pépinière humaine. Une pépinière à start-up peut-être, mais une start-up, c'est avant tout un créateur, un entrepreneur qui a du talent et des compétences. Et puis, sur les 250 élus, il y en a 10 qui sont venus. Et puis, les amis de mes amis sont mes amis, ce qui a fait que, quand on a lancé ce premier concours de la start-up et dans le pré, qui est une boutade au départ, on est parti avec des gens avec des gens et des réseaux. Quand je vais vous dire leur nom, vous allez vous dire mais comment ça se fait qu'HEC soit là, comment ça se fait que le groupe Les Échos ou La Tribune soit là, comment ça se fait, etc. etc. Et on ne cherche pas à briller avec nos partenaires, c'est que nos partenaires ont compris une chose, c'est que cet autre développement économique que l'on veut promouvoir sur nos territoires afin d'y vivre et d'y faire vivre nos enfants, ça veut dire qu'on peut y arriver par deux moyens. Ces moyens, c'est quoi? C'est unir tous les talents et tous les moyens pour le succès des entrepreneurs et le succès des entreprises, et mettre à disposition de toutes les entreprises, ce que je vous ai raconté juste avant avec la baraque à frites, les outils, les moyens, les process généralement réservés aux startups les plus innovantes. Tout ça, ça a donné une chose, un concours qui s'appelle aujourd'hui la Startup est dans le pré, une première édition à Lunel, avec un président de comité de communes, François Bernat, halluciné, parce que je vous raconte un peu la scène. Imaginez le journaliste de Midi Libre qui arrive, régional, pour faire un article sur la start-up et dans le pré. On avait dit en 48 heures, vous pouvez créer votre entreprise avec les outils, les moyens, les réseaux des start-up. Alors mon président de comité de commune arrive. Sur ce, le directeur général de Smurfit Kappa France, le cartonnier américain, qui est un partenaire de l'opération depuis le départ. Et puis la mascotte. La mascotte, c'était un de mes chargés d'affaires déguisé en coq, et qui arrive et qui serre la main à tout le monde. Et là, mon président m'a regardé, il m'a dit « Tu es devenu fou ». Et le pire, c'est que ce chargé d'affaires était vraiment fou. Donc il y avait de l'autre côté de la place un tout petit village, Lunel-Viel. Il y avait une baraque à poulets avec les poulets rôtis. Et il se met à côté de la baraque à poulets, il lève la main, il dit « Libérez nos camarades ». Et sur ce, donc là, mon président est rentré dans la salle. Et un start-up est dans le pré, comment ça se passe? C'est 2 jours. Un samedi, un dimanche, précédé d'une période dans laquelle on a été sourcé, dans laquelle on fait candidater tous ceux qui ont envie de créer leur entreprise, leur équipe ou leur emploi sur un territoire donné. C'est-à-dire des porteurs de projets, des entrepreneurs, des cadres en veille, des salariés, des chômeurs, tous ces gens-là qui ont envie à un moment de franchir le pas. Eh ben, on va leur permettre de franchir le pas en toute sécurité, dans un process assez bordé, où ils vont acquérir des outils, où ils vont subir une pression assez importante en étant coachés par des experts locaux, régionaux et nationaux. Donc quand mon président rentre dans la salle, il voit une immense photo. On venait d'ouvrir le marché aux bestiaux. Marché aux bestiaux, c'est quoi? Imaginez ce process-là, c'est que chaque entrepreneur passe un test de personnalité avant de rentrer dans le concours. Ce test de personnalité, on l'a développé avec une petite start-up de Montpellier qui s'appelle Vadéquois. Ce test de personnalité va vous aider à comprendre et à mieux vous connaître, parce que mieux se connaître, c'est mieux travailler avec les autres. Aujourd'hui, on a lancé un deuxième outil qui s'appelle Pitch Creator, qui permet à n'importe quel porteur de projet, 1 mois avant le concours, de mieux préparer son idée et son projet pour arriver la veille du concours et avoir vraiment quelque chose de tangible. Pourquoi? Parce qu'à 8h30 le samedi matin, il va avoir 1 minute pour exprimer devant à peu près entre 60 et 80 candidats, 1 minute pour dire pourquoi, comment et qu'est-ce qu'il va faire avec son projet d'entreprise. Autour du cou, il a un foulard de compétences. Il y a 4 compétences clés dans une entreprise qu'on a définies avec ce test de personnalité. Je suis un commercial vendeur, je suis un stratège organisateur, un stratège marketeur, je suis un organisateur financier ou je suis un créatif artistique et technique. Je passe très vite, hein. Je pourrais vous donner des indications ou sur le site internet. Donc un foulard de compétences, le porteur de projet le met en capitana autour du bras. Et puis
Tous les autres qui n'ont pas de projet mais qui veulent jouer le rôle d'équipier ont un foulard de compétences autour du cou. L'objectif, c'est que s'expriment des leaders et avec ce leadership, ce sens de leadership, ils arrivent à fédérer une équipe multi-compétences autour d'eux, donc multicouleurs, et puis une équipe mixte aussi, hommes-femmes. Donc à partir de là, eh ben, je ne peux pas approfondir, mais s'ensuit un process extrêmement bordé, dans lequel ils vont acquérir des outils, dans lequel ils vont connaître des techniques de créativité, dans lequel ils vont apprendre ce que c'est le Lean Startup. Donc vous voyez, on peut créer une baraque à frites avec la méthode du Lean Startup inventée par un Américain célèbre qui s'appelle Eric Rice. Et puis pour terminer, le soir du premier jour, à un moment, puisqu'on a gardé le champ lexical de nos campagnes, ça s'appelle l'abattoir. L'abattoir, ils ont 1 minute pour de nouveau nous dire pourquoi, comment et qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'entreprise devant tous les coachs réunis, généralement dans une salle sombre. Et on met la pression par rapport à ça. Donc à la fin, s'ils sont acceptés, il y a un jeu de questions-réponses, ils sortent, ils reviennent, on leur remet le chapeau du fermier pour continuer en deuxième journée. La deuxième journée, c'est tout un travail, également avec des coachs, une compétition entre coachs. On rigole beaucoup, il y a beaucoup de pression, on dort très peu la nuit, mais c'est dans le bon sens, et c'est pour le bon sens, puisqu'ils sortent véritablement avec un projet fini. Un exemple pour vous dire à peu près les réseaux que l'on peut avoir sur nos territoires, parce que nos territoires, le président de la communauté de communes, vous les élus, les chargés du développement économique, vous connaissez les entreprises, vous connaissez les entrepreneurs, vous connaissez les familles. Donc nous, il s'est passé à la première édition de la Start-up et dans le prêt, il y a une entreprise qui se lance aujourd'hui qui s'appelle Chèque Santé, qui veut proposer à la santé ce que les entreprises font avec un chèque déjeuner aujourd'hui. Et bien, Vincent, Guillaume, Cathy, qui étaient mères au foyer jusque-là et qui aujourd'hui développent cette entreprise, ont été coachés par Marc Rougier, le fondateur de Scoopit, de San Francisco, multisérial créateur d'entreprise qui vient de Toulouse et de la Mêlée, et en même temps de Gilles Gréa, que personne ne connaît, parce que Gilles Gréa, c'est un ami qui est opticien à Lunel, mais Gilles leur a expliqué le fonctionnement de la mutuelle et de la sécurité sociale. Marc Rougier, qui a comme copain le patron d'Edenred America, leur a expliqué le fonctionnement du chèque déjeuner américain. Voilà comment, entre tous nos réseaux, tous nos talents, toutes nos compétences, on peut aider au développement d'entreprises à potentiel sur des territoires. Moi, je trouve qu'il y a énormément de sens par rapport à Base 10, parce que demain, moi, je rêvais, le premier concours, on a fait ça dans une ancienne école désaffectée, et puis on a comme projet, enfin ils ont comme projet maintenant, puisque j'ai quitté cette pépinière, et puis je développe une activité de conseil marketing, et puis finalement je me suis pris au jeu, et beaucoup de territoires aujourd'hui veulent organiser des start-up et dans le pré. On a beaucoup de chance. La prochaine, c'est le 20 et 21 septembre. C'est la 4e édition. Elle se passe en Pays Sud toulousain avec un partenaire qui est ici dans cette salle, Alsatis, qui fait des solutions de couverture pour zone blanche. On a également de très beaux partenaires qui sont la PCE, le MoveJ, l'APEC national, qui aujourd'hui a bien compris qu'on peut flécher des cadres en veille et en repositionnement, on va dire, vers des concours tels que celui-là. Nous, dans nos startups et dans les startups qu'on aide à développer, on a un besoin crucial de compétences. On a un besoin crucial, j'aime cette expression lourde de sens, de croiser des lignes de vie. Ces concours-là, c'est comme Base 10. C'est comme ce que vous faites au 400, c'est tout à fait remarquable. C'est des endroits où on va croiser des lignes de vie, où juste à côté de chez nous, à la campagne, on se retrouve avec des gens et on hallucine de voir les talents et les compétences qu'ils ont. Voilà, donc bienvenue à la prochaine Start-up et dans le pré. La 2e édition de la Start-up et dans le pré, elle avait eu lieu en novembre 2013 en Lozère. C'était un très grand succès. 2 étudiants de l'école de management de Lyon qui ont créé Ciel Montradis. Vous voyez, il y a toujours un côté un peu décalé. Ciel Montradis, ça vous permet de faire pousser des légumes sur votre lieu de travail. Premier client, Crédit Agricole, qui est partenaire de la Start-up et dans le pré. Et ces étudiants de l'EM Lyon qui voulaient partir à Paris sont restés en Lozère et font travailler un menuisier pour servir de support pour faire pousser les légumes. La 3e édition, on a fait ça, on s'est régalé comme des fous. C'est l'INRA qui nous a commandé une édition avec Montpellier Supagro. On a fait ça en plein cœur du Salon de l'Agriculture. Et on a vécu quelque chose de formidable, c'est qu'on était au milieu de toutes nos campagnes et on était au milieu d'un écosystème, c'est-à-dire que tous les projets des chercheurs de l'INRA qui avaient été sélectionnés, il y en avait 6, ont travaillé en collaboration avec un entrepreneur, un agriculteur et un étudiant. Le résultat a été détonnant. C'est Eneo qui a gagné avec, enfin je ne vous raconterai pas tout le podium, mais en tout cas faire travailler tous ces gens-là, croiser les compétences, croiser les lignes de vie, ça fait des entreprises beaucoup plus fortes et donc des territoires beaucoup plus pérennes à l'avenir. Voilà, merci Sébastien. Merci Pierre, merci beaucoup.
Et oui, on fait émerger des petites entreprises, des petites pépites en utilisant le réseau des territoires. Hein. Alexis l'a dit, c'est les gens qui comptent et la mise en réseau des gens. Et le rôle de l'élu, il est au cœur de ça aussi, hein, notamment de l'élu de proximité qui est l'élu rural qui connaît pratiquement le prénom de tous ses administrés. C'est une force. Hein. Je rappelle juste, entre parenthèses, que l'implication sur les élections et le vote est inversement proportionnelle à la taille de la commune. C'est-à-dire plus on est dans une petite commune, plus on vote. Alors, quand on se plaint effectivement, possiblement, hein, d'une désaffection du politique ou d'une abstention record. Voilà, il faut se poser cette question-là à un moment donné. Qui, mieux que l'élu local, peut savoir qui fait quoi et donner envie de se retrouver autour de la maison commune. Voilà. Mais bon, là, je donne un peu mon avis. Et c'est pas l'objet. Donc, je voudrais proposer à Céline de s'exprimer. Alors, Céline, tu es adjointe au chef de mission développement de l'administration numérique du SGMAP. Le SGMAP, c'est le secrétariat général à la modernisation de l'action publique. Mais ça n'est pas cette casquette que tu portes ici. C'est la casquette de présidente de Braise Small Business Act. On a souvent appelé de nos voeux, et on avait fait, lors de la visite de Fleur Pellerin en 2012, un appel à un territorial Business Act. Aujourd'hui, on voit bien que l'accès au marché public et à l'investissement public n'est pas finalement facile pour les entreprises du numérique qui sont souvent des petites entités. Et que, en fait, à un moment donné, s'il n'y a pas... On ne demande pas de la subvention finalement. Mais ces entreprises sont capables de faire du boulot, du bon boulot, sauf qu'elles n'ont pas la taille qu'on a l'habitude de rencontrer quand on fait de l'investissement public. Elles n'ont pas forcément les références, l'histoire. Donc, il y a aussi un rôle des collectivités locales qui est de pousser ça. Alors, comment ça se formule à travers le Braise Small Business Act ? Oui, donc en fait, a priori, la commande publique, c'est pas un sujet très sexy, en tout cas moins sexy que tout ce qu'on vient d'entendre. Ça peut le devenir. Voilà, ça peut le devenir. Donc je vais vous en parler au travers de mon expérience et de la création de l'association Braise Small Business Act, qui est une association loi 1901 que j'ai créée avec une amie qui s'appelle Pascale Mougineau, qui était directrice du conseil à la commande publique au conseil régional de Bretagne, avec qui j'avais eu l'occasion de travailler. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand besoin de faire se rapprocher l'offre et la demande, de faire se rencontrer les acheteurs publics et les opérateurs économiques, parce qu'ils avaient beaucoup de mal à appréhender les contraintes des uns et des autres. En fait, ce qu'il faut, c'est que les acheteurs publics puissent appréhender la dimension économique de la commande publique et ne pas se comporter comme de simples applicateurs de code des marchés publics. Et c'est un peu ce qu'ils ont malheureusement tendance à faire, pas tous évidemment. Et puis de l'autre côté, les opérateurs économiques, c'est-à-dire les entreprises, doivent savoir saisir les opportunités offertes par la commande publique, anticiper les besoins des donneurs d'ordre, s'adapter à leur organisation et aussi leur mode de fonctionnement tout en gardant leur capacité d'innovation. Et c'est encore plus vrai pour les entreprises numériques. Et ça, c'est évidemment pas évident. Alors, les entreprises, on leur demande de valoriser leur expertise, leur savoir-faire. Et finalement, ce qu'ils doivent faire, c'est donner envie et faire valoir leur capacité d'adaptation. Et quand on a conduit un certain nombre d'appels d'offres, de marchés publics, comme c'est mon cas, on se rend compte que l'entreprise, elle a un peu de mal avec ça. Elle a un peu de mal à se vendre. Elle a du mal à se comporter, avoir un bon comportement devant l'acheteur public. Et je crois que c'est finalement là la force des TPE et des PME numériques, qu'il s'agisse des éditeurs, des entreprises de services numériques, des entreprises numériques du libre et des startups, de finalement vendre leur capacité d'adaptation, leur savoir-faire, donner envie aux acheteurs publics et les amener là où ils doivent aller. Alors, même si je vais encore vous parler de l'association, je pense qu'il est important de mettre en avant ce qui se prépare au niveau européen et aussi la volonté de l'État d'agir en faveur d'une commande publique plus performante et plus innovante, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que l'Europe et l'État œuvrent en faveur de mesures de simplification favorables aux PME et à l'innovation. Donc je voudrais quand même en parler, parce que c'est important de le savoir. Donc la récente directive européenne marché public du 26 février dernier met en avant un certain nombre de mesures pour stimuler l'innovation. Alors des choses un peu basiques,
qu'on imaginerait déjà existantes, notamment la nécessité dans le calcul du coût de prendre le coût total du cycle de vie des achats, ce qui devrait déjà être fait mais qui n'est pas fait systématiquement par les acheteurs publics. Des procédures aussi de négociation, pour faire simple, qui sont valorisées, notamment la procédure de dialogue compétitif, qui n'est pas toujours vue d'un bon œil par les entreprises, notamment les grosses entreprises numériques ou les autres d'ailleurs, mais qui est très très intéressante. Donc le dialogue compétitif sera simplifié, même si je pense que c'est un formidable outil pour faire le meilleur choix dès lors qu'on sait le piloter, dès lors qu'on conduit le dialogue et dès lors qu'on négocie. Encore faut-il avoir de bons négociateurs des deux côtés, hein, parce que j'ai vu des entreprises finalement très démunies face à des acheteurs publics qui négociaient beaucoup. Et puis une nouvelle procédure qui peut vous intéresser tous, qui est la procédure de partenariat pour l'innovation, qui permettra en fait aux acheteurs publics de choisir de façon compétitive un partenaire auquel se verra confier le développement d'une solution innovante adaptée aux besoins de cet acheteur-là. Finalement, il y a une phase de compétition, une phase compétitive qui va avoir lieu avec un ou plusieurs entreprises. Et l'idée, c'est de choisir le meilleur en termes de compétences, d'aptitude et de prix. Et finalement, cette nouvelle procédure vient se substituer aux achats publics avant commercialisation et au marché de recherche et développement qui ne permettaient pas à ceux qui avaient travaillé sur les développements finalement de proposer leurs solutions à terme. Alors on le voit bien au niveau européen, il y a vraiment une véritable volonté de mettre en place ces instruments et de faire preuve d'innovation, et c'est quand même un plus. Alors la directive européenne ne sera pas transposée demain, il va falloir attendre un petit peu, c'est-à-dire 2016. C'est pour ça que le comité interministériel à la modernisation de l'action publique a décidé d'être dans une logique de transposition accélérée de toutes ces mesures. Mais au-delà de la réglementation, qui ne peut pas tout, et ça, il faut bien en avoir conscience, puisqu'en fait, tout ça dépend bien sûr de la volonté des uns et des autres de faire avancer les choses, différentes initiatives doivent être soulignées. Et je voulais en fait faire état d'une initiative qui est portée par le service des achats de l'État et Pacte PME, qui propose en fait une plateforme, enfin la plateforme des achats d'innovation. Et en fait, cette plateforme, c'est une interface de contact qui vise à mettre en relation les donneurs d'ordre et les opérateurs économiques avant même qu'ils aient lancé leur marché public. Finalement, c'est une inversion de ce qu'on a l'habitude de connaître. Les acheteurs publics sont amenés à faire des appels à compétences pour finalement sourcer les entreprises qui seraient susceptibles de répondre à leurs besoins, sachant qu'ils n'ont pas encore une complète connaissance de leurs besoins. Alors les entreprises qui se sont exprimées juste avant moi peuvent certainement répondre aux attentes d'un certain nombre d'acheteurs publics qui auraient envie de porter des projets innovants. Donc je vous invite à aller voir cette plateforme-là, parce qu'aujourd'hui il y a peu finalement d'entreprises qui répondent aux appels à compétences, alors même que c'est très intéressant pour eux pour être retenus après, et surtout pour orienter, si on peut dire, la manière dont seront rédigés les cahiers des charges pour que finalement les besoins collent avec le marché existant, parce qu'on voit qu'il y a souvent un décalage entre la manière dont les acheteurs publics rédigent leur marché et le marché économique tel qu'il existe. Et c'est pour ça que finalement les choses ne se passent pas telles qu'on les avait imaginées au départ. Alors une autre initiative dont je voulais vous parler, c'est celle en fait que je porte au travers de l'association Braze Small Business Act. Alors tout d'abord, nous avons signé récemment une charte de la commande publique avec 6 engagements réciproques que ça engage à signer à la fois les donneurs d'ordre et les opérateurs économiques. Et cette association, si elle n'est pas révolutionnaire, a d'intéressant qu'elle regroupe en son sein à la fois les acheteurs publics et les opérateurs économiques, et qu'on les réunit dans la même salle et qu'on les fait parler des mêmes sujets. Et bon, parfois c'est assez intéressant, parfois un peu compliqué, parfois très marrant, mais en tout cas on essaye de faire avancer les choses, parce qu'on a l'impression que c'est 2 mondes complètement différents qui se parlent, alors même qu'ils vont devoir travailler ensemble par la suite. Un autre projet qu'on porte, c'est le projet d'observatoire régional de la commande publique. Alors peut-être que les innovateurs autour de la table pourront m'aider à trouver un autre nom, parce que je trouve qu'il ne reflète pas assez le dynamisme de ce projet.
Je pense aussi que cet observatoire fait écho à ce que vous avez dit, Didier, sur la nécessité de territorialiser la donnée, puisque l'objectif de cet observatoire, c'est de pouvoir disposer de données exhaustives pour apprécier la part en nombre et en montant des marchés attribués aux TPE et PME et aussi de manière générale aux entreprises bretonnes. Aujourd'hui, finalement, on a une vision très partielle au travers des données de l'Observatoire économique de l'achat public, mais sur des marchés de grande importance. Et les rapports qui sortent ne sont pas forcément très accessibles. Et pourtant, c'est vraiment primordial. Ce qu'on veut faire, c'est un véritable état des lieux, connaître avec précision le positionnement des entreprises en fonction de leur secteur d'activité, de leur chiffre d'affaires, de leur taille. Et pour cela, il faut engager une démarche vertueuse de publication des données de marché, mais aussi des publications des données financières et budgétaires pour connaître en temps réel, finalement, le chiffre d'affaires généré par la commande publique. Donc là, on est sur un véritable projet open data, d'ouverture des données publiques. On a la chance d'avoir une plateforme, une salle de dématérialisation des marchés publics en Bretagne, Mégalis pour ne pas la citer. Donc on a un certain nombre de données qui sont nativement numériques qu'on peut collecter assez facilement au travers d'un entrepôt de données. Et vraiment, l'objectif, c'est de proposer un outil d'aide à la décision à nos donneurs d'ordre pour orienter et rationaliser les politiques d'achat. Et s'agissant des entreprises, nous travaillons avec les organisations professionnelles pour que cet observatoire puisse leur permettre de se situer, d'anticiper leurs besoins, de pouvoir gérer leur carnet de commandes grâce aux données qui seront publiées. Donc ça, c'est un projet. Lundi, il y a une réunion importante en Bretagne. L'association est soutenue par le Conseil régional de Bretagne qui nous a versé une subvention de 25 000 € parce qu'il faut bien démarrer. Nous allons probablement travailler avec l'Institut catholique des arts et métiers de Nantes dans le cadre d'un contrat de recherche et de développement. J'espère avoir le soutien de certaines entreprises qui voudront travailler à nos côtés parce que des développements existent déjà. Et l'idée, c'est de faire une expérimentation, un POC, et la région Bretagne, et en particulier son président, sont d'accord pour expérimenter et mettre à disposition ces données en premier lieu. Évidemment, on va travailler aussi dans une logique de design de service avec un panel d'entreprises pour réfléchir aux services qu'on pourrait leur offrir demain. Alors évidemment, moi j'y crois beaucoup, mais c'est pas un projet simple. Donc les aides qu'on pourrait nous apporter sont évidemment les bienvenues, mais je crois que ça permettra vraiment de rendre plus performante la commande publique et surtout de pouvoir vraiment ensuite travailler sur la question du Small Business Act. Parce qu'en fait, on dit qu'aujourd'hui c'est un problème, que les entreprises n'accèdent pas suffisamment à la commande publique, en particulier les petites entreprises, mais qu'en sait-on réellement ? Je crois qu'on ne le sait pas puisqu'on n'a pas de données pour pouvoir le mesurer. Et c'est véritablement l'objectif de cet observatoire qu'on va lancer, porter et qui va, j'espère, voir le jour en Bretagne. Voilà. Et en Bretagne seulement ? On verra. Pour l'instant. Alors, il faudra que ça fasse des petits. Effectivement, c'est vrai qu'on a des intuitions quand même. C'est vrai que on a aussi du côté des petites entreprises le sentiment qu'elles n'osent pas y aller parce qu'elles se disent de toute façon c'est perdu d'avance puisqu'on me demande des références, on me demande l'historique de mon chiffre d'affaires, etc. Donc quelque part, effectivement, la manière dont sont formulés les marchés eux-mêmes donne à penser que. Mais c'est peut-être pas certain. Voilà. Donc à observer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je vais descendre vous voir à nos intervenants, est-ce que vous avez envie d'en savoir plus ou une réaction, une remarque ou une question ? Il en faut toujours un. Plouf plouf. Ah. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, Jérôme Moreau, directeur du Pays de Saint-Flour-Auvergne, donc une association qui regroupe les 7 comités de communes de l'arrondissement de Saint-Flour. Donc Saint-Flour à une heure d'ici. Donc c'est une question pour le promoteur de base 10. Est-ce que vous avez des contacts avec des collectivités en Auvergne ? Pour l'instant, non. Et est-ce que vous seriez éventuellement intéressé par des... Avec grand plaisir. Voilà.
Donc on aura l'occasion de se revoir. Ça sent l'échange de cartes. Bon, ça, c'est très frontal, c'est très direct. Effectivement, je rappelle que le pays de Saint-Flour-Haute-Auvergne, effectivement, le président Souchon parlait des laboratoires d'usage numérique ce matin. Et voilà, aujourd'hui, le territoire de Saint-Flour est complètement dans cette dynamique, fait partie est le territoire pilote pour le Cantal. D'autres questions? Une remarque? Une remarque, alors 2 remarques du coup, puisque j'ai le micro et que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'autres questions pour le moment derrière. Déjà, je voulais vous remercier, messieurs, pour les témoignages qui ont été donnés de la dynamique économique que l'on peut trouver sur les territoires, et notamment les territoires ruraux. Il se trouve que je suis une élue locale, mais que je suis également, depuis cet été, nommée vice-présidente du MEDEF de l'Est parisien. Donc, ça n'est pas en milieu rural, mais pour autant, cette casquette entrepreneuriale est attachée à la même personne. Et donc, j'arrive à faire peut-être ce switch entre le décideur politique et la dynamique économique que l'on a sur les territoires. Et j'ai trouvé que vos témoignages d'histoires vécues sont des belles histoires à raconter, et à raconter beaucoup plus largement pour qu'elles fassent plus de petits sur nos territoires nationaux. L'exemple également de ce retour sur investissement qui est donné par le modèle américain de l'entreprise qui renvoie à son territoire d'une manière ou d'une autre. Là, c'est économique. Dans l'exemple de monsieur, alors parce que j'ai pas les noms, ça doit être monsieur Philippe Chapeau, voilà, qui était celui de rendre au secteur éducatif quelque part sur le territoire. Et puis vous, monsieur, sur cette dynamique, alors le Cabane Afrique était évidemment très symbolique. Il y a beaucoup à tirer de ces enseignements. Et je veux dire par là que les écosystèmes de valeurs qui sont en train de se mettre en place, qui ne sont pas digitaux, qui ne sont pas numériques, mais qui sont aidés par cette nouvelle façon de travailler ensemble, doivent faire sens plus encore en France que partout ailleurs, parce qu'on a cette force de la ruralité qui est encore la nôtre, et on doit pouvoir le disséminer. On parlait ce matin d'abeilles, de ruches, on doit pouvoir disséminer. Oui, il y a une véritable difficulté dans la commande publique à faire travailler les territoires avec le secteur privé, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, et il y a matière à alléger énormément nos dispositifs français. Je remarque que tu travailles beaucoup dessus, et j'espère qu'on pourra en profiter rapidement de ce qui va nous arriver comme nouvelle adaptation des marchés publics. Mais c'est fondamental pour qu'on puisse mieux travailler ensemble, et on a des contraintes. Et une dernière remarque qui est sur le sujet que vous avez évoqué. Oui, il y a une appropriation des citoyens. Je l'ai évoqué pourtant ce matin, alors je me suis dit que peut-être vous n'y étiez pas. Mais il y a, et ça a été largement évoqué par tous mes collègues, il y a une appropriation du citoyen. Sauf que nous avons un décalage et que les décideurs publics ne le sont pas. Donc l'utilisation encore aujourd'hui d'un élu en charge d'une administration en charge doit rester une réalité momentanée. Vous avez passé une étape que nos concitoyens décideurs n'ont pas passée. Et donc, même si, effectivement, le sujet d'aujourd'hui, c'est cette transversalité, c'est le citoyen avec le citoyen, c'est ça, c'est ce que j'appelle le tous pour vulgariser. Mais c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, le système administratif de gouvernance n'est pas dans cette logique-là. Et donc, il faut arriver à remettre cette culture auprès de tout ce système de décideurs administratifs et politiques, pour en arriver à accompagner ce que nos citoyens font très bien les uns avec les autres, et vous l'avez souligné, qui sont cette dynamique économique, territoriale, et les exemples qui ont été évoqués là étaient extrêmement frappants en la matière. Voilà. Merci. Merci. Une question ici. Alors la question est... Oui, Gilles Copin, donc maire d'une commune rurale de 500 habitants, au fin fond de l'Île-de-France, mais c'est rural. Hein. Et je suis vice-président de la communauté de communes chargé des nouvelles technologies. Mais alors, je voudrais te poser une question, parce que tout était aussi là-bas, hein, Sébastien. Comment tu fais pour trouver des gens aussi intéressants, hein, justement pour nous parler des choses qui sont phénoménales? Hein, moi, je verrais ces trucs comme ça, des tables rondes comme ça dans tous les départements, hein, à intervalles réguliers, où tu donnes des idées. Moi, j'en prends plein de bonnes idées ici. Comment tu fais pour les trouver? Je ne m'attendais pas du tout à cette question-là. Donc ensuite, c'est l'histoire de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. C'est-à-dire que
on en trouve un et puis on trouve les autres derrière. C'est l'effet réseau, c'est le numérique effectivement qui permet ça, qui permet sur un simple mot-clé de se poser la question, c'est-à-dire on fait rural plus numérique, bon alors on tombe globalement sur ruralytique, mais on tombe sur plein de gens, et puis j'en parle donc avec des gens avec j'ai une plus grande proximité, les gens du comité de pilotage, avec les membres du club des élus numériques. Voilà, il y a petit à petit, c'est construit depuis 9 ans de ruralytique, un réseau d'affinités qui fait qu'à un moment donné, on arrive à repérer ces pépites, et puis on fait aussi ce travail-là à travers les trophées de l'innovation territoriale. Voilà. Alors comment on fait pour développer ailleurs? C'est pas que j'aime pas venir à Aurillac, c'est sympa ici. Hein, il y a la pluie, c'est sympa, j'ai pris les godasses qu'il fallait. Hein. Comment tu fais pour développer ça ailleurs? On a un dispositif qui s'appelle la route des territoires, qui sont des rencontres organisées sur le plan départemental. On appelle ça le programme nomade de ruralytique. Et le président Le Breton avait déjà dit ce matin qu'il en voulait une dans les Côtes-d'Armor. Donc on peut organiser ça à la demande d'une commune, d'une intercommunalité, d'un département. Voilà, il y a un certain nombre de choses à mettre en place, mais ça se fait. C'est le programme nomade. Mais la base, elle est ici, parce que c'est là qu'est l'histoire. Mais régulièrement, dans les différentes des départements ruraux ou pas d'ailleurs, on réunit 80, 100 personnes. Ok, merci. Merci. Ce qu'a dit Monsieur de Lunel, je ne sais pas exactement votre nom, mais... Pardon, oui, merci. Pierre comme moi. Mais les pierres, comment dirais-je, avec de bonnes pierres, on peut construire de bons édifices. Donc, vous avez dit quelque chose qui, pour moi, alors je vais donner un petit témoignage personnel, mais me parle. C'est-à-dire que il n'y a pas que dans les grandes villes et dans les métropoles qu'on peut être intelligent. J'avais écrit sur mon blog Web du Gévaudan il y a 3 ou 4 ans, c'est pour ça que ça fait tilt, un papier que j'avais appelé « Campagnes intelligentes ». Et le témoignage que je voulais donner, c'est que je suis d'un petit village de Lozère, je suis parti 40 ans à Paris pour gagner ma croûte, et je suis revenu en Lozère avec comme idée de dire « je reviens parce que j'y suis bien, et j'aimerais, comme vous pour vos enfants, moi pour mes petits-enfants, que mes petits-enfants puissent vivre en Lozère un jour ». Et ils ne le pourront que si on développe avec le numérique de nouvelles activités où on peut travailler à la campagne. Pour faire court, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais pour faire très court, je dirais on réfléchit mieux à la campagne. Et ça, je peux le prouver. Parce qu'ayant vécu 40 ans à Paris, je peux faire la comparaison. Et pour faire très court, je dirais à Paris, boulot, métro, dodo, à la campagne, boulot, vélo ou rando, dodo. Ça change tout. Juste pour rajouter une chose, nous on a fait une métaphore un peu comme ça, les territoires sont aux métropoles, ce que les startups sont aux grands groupes. C'est-à-dire on a beaucoup de solidarité, on a beaucoup de réactivité, on a beaucoup de proximité, et qui fait qu'on peut aller beaucoup plus loin. Le projet de la start-up est dans le pré, c'est une expérience vécue, mais avec un avant, un pendant et un après. Un avant, c'est les outils dont on parlait, et qui fait qu'on s'approche, c'est qu'il y a un acteur fort du territoire, cet élu dont on parlait qui est engagé, ce héros local, cet entrepreneur qui est engagé. Le pendant, c'est l'expérience, mais après, c'est comment on continue aussi à fédérer avec un BAS10 ou avec le partenaire principal du pays sud toulousain qui est le relais d'entreprise, un relais d'entreprise qui est un télécentre, voilà, un espace de coworking en bas, des postes de télétravail, des petits bureaux à la journée, à la semaine pour entreprises agiles. C'est des solutions immobilières qui s'adaptent tout à fait au potentiel de nos territoires. Excusez-moi, alors j'ajoute un dernier mot qui est aussi un témoignage. En 1991, il y a 23 ans, dans les bureaux de France Télécom du Futuroscope de Poitiers, j'ai assisté pour la première fois de ma vie à une vidéoconférence, c'est-à-dire un laboratoire. Ils étaient en rapport avec Biarritz, Lannion, je ne me rappelle plus quand, etc. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu un déclic. Je nous ai tous vus autour d'une table, exactement comme là. Et je me suis dit, ça, il faut que ça vienne à la campagne. Et ça vient avec de la fibre optique. C'est pour ça que lorsque j'entends aujourd'hui qu'il faut encore 10, 15 ou 20 ans pour amener la fibre optique à la campagne, excusez-moi, ça me fout les boules en parlant vulgairement. À partir du moment où, dans l'aménagement du territoire, je regrette une chose, c'est que la puissance publique n'ait pas pris la chose comme il fallait dès le départ, c'est-à-dire un aménageur public, avec un établissement public, avec des fonds privés bien entendu, dérouler un réseau homogène de fibre optique, à commencer par ceux qui en ont le plus besoin, les ruraux. Parce que là aussi, je me réfère à un autre papier que j'avais écrit, service public tous égaux, en disant
l'égalité des territoires, qu'on nous bassine par ailleurs, se mesure à l'aune de la qualité des services publics. Sur les services publics physiques, on n'a jamais été égaux, on ne le sera jamais. Par contre, sur les services publics, l'accès aux services publics électroniques, en téléprésence, on peut parfaitement égaux. Alors je dis aux gouvernements successifs, allez au bout de votre logique d'équité et d'égalité des territoires. Je vous laisse réagir. Une question ici. Merci de me donner la parole. Je m'appelle Antoine Roussel, je suis le directeur général d'Alsatis. Donc je voulais remercier Pierre Alzingue déjà de nous avoir cités. Et puis je voulais rebondir, monsieur, sur votre témoignage, puisque on répond en partie, en tout cas on essaye de répondre à votre frustration, qui est une frustration qu'on vit tous. C'est l'aménagement numérique du territoire, c'est le métier d'Alsatis, dont je suis le directeur général, c'est les pompiers des télécoms, c'est apporter des solutions nichées aux populations délaissées, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5% des foyers français qui sont mal servis par les opérateurs nationaux, et on comprendra pourquoi, j'en veux à personne, et c'est le modèle économique qui parle, et aujourd'hui ce que vous dites, monsieur, c'est extrêmement intéressant, mais il y a des solutions. Voilà, donc on a eu des témoignages extrêmement encourageants sur la capacité des Français à réunir leurs forces pour créer et produire des choses magnifiques. Il y a aussi des solutions alternatives, j'ose dire transitoires, pour permettre à tous d'être relativement bien irrigués sur des solutions de connectivité, parce que vous avez raison, c'est le mal du siècle qui vient. On a fait l'aménagement en énergie et en eau au siècle dernier, et aujourd'hui on vit un mal. C'est qu'évidemment on a besoin d'un territoire extrêmement irrigué au niveau numérique et qui manque des financements publics pour y arriver, et que l'investissement privé ne peut malheureusement pas pallier à la carence de l'investissement public. C'est un débat qui est long comme le bras, dont on peut parler dans tous les sens, les avis divergent, mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, la technologie permet des solutions transitoires pour s'en sortir, et ça c'est important de le savoir. Alsatis en est un des promoteurs, évidemment pas le seul, mais il existe des solutions transitoires permettant de bénéficier de la qualité et des performances de la fibre, sans en avoir. Monsieur Alzingue pourrait en témoigner, puisque le relais d'entreprise qui est situé à Volvestre bénéficie d'une station, d'un pont radio qui l'irrigue en débit de très bonne qualité, symétrique, et qui permet évidemment aux locataires de ce relais de s'épanouir et de se connecter correctement. Alors que le relais d'entreprise est situé dans une zone blanche, c'est-à-dire une zone où il n'y a pas d'irrigation correcte de connectivité Internet. Donc c'est extrêmement intéressant, et tous les témoignages qui ont été donnés en tribune sont conditionnés par l'obtention d'une connectivité raisonnable, suffisante, d'un niveau d'exigence important. Donc c'est important de ne pas oublier qu'il existe des acteurs aujourd'hui qui se battent pour faire en sorte qu'il y ait cette harmonie numérique que vous sollicitez. Merci. Merci. Le mot de la fin peut-être, un mot chacun. En tire un mot, enfin une phrase. Mais là, par contre, je plaisante pas. Ce matin, je me suis fait déborder. Mais là, c'est une phrase. Sujet, verbe, complément, et éventuellement un petit peu de fioriture autour. Mais on part d'une majuscule, on finit par un point. Mais voilà, ce qui me paraît fondamental, c'est de créer des dynamiques et de mettre en mouvement. Merci. L'avenir nous appartient. Je vais être un petit peu plus long. Simplement, moi, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, nous, aujourd'hui, c'est 15 personnes par jour qui viennent dans une petite commune de Saint-Viance, qui n'y avait pas avant, et qui fait vivre beaucoup plus la petite supérette, qui fait vivre le coiffeur. Voilà, donc c'est ça qui est important pour nous aussi. Merci. Très rapidement, à la campagne, je crois qu'on a des rêves plein la tête. On a des choses dans le cœur qui nous font avancer, et puis on a les pieds sur terre aussi pour veiller à un bon développement. Merci. Alors tout n'est pas rose, mais je crois qu'il y a plein de raisons d'être optimiste et d'y croire, et tous les témoignages qu'on a vus sur la table ronde le prouvent, donc voilà, restons optimistes. Merci Didier. Oser. Bravo.